Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, Construction 4.0. Une émission animée par Nathalie Croiset. On continue dans cette saison 2 des rendez-vous du Mondial du bâtiment à parler de construction à 4.0. On a vu à quel point c'était important aussi de réinventer quelque part les métiers du bâtiment. On peut parler de mise en œuvre industrielle, de nouveaux systèmes de construction, évidemment de l'utilisation du numérique sur les chantiers et dans les ouvrages livrés. Donc chaque mois, on parle de BIM, de Lean, de 3D, de hors-site. Le thème ce mois-ci, la conception générative, paramétrique et la question de l'intelligence artificielle aussi dans la construction. Pour en parler, on est ravis d'accueillir François Pellegrin, bonjour, qui est architecte, urbaniste. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter ? Écoutez, je suis tombé dans cette histoire de l'aventure numérique il y a très très longtemps, en 1980, et donc depuis, je creuse toujours le même sillon en essayant de croiser le numérique au service de l'efficacité environnementale. Voilà, vous allez pouvoir donc nous en parler parce que vous faisiez du numérique avant même les années 80 déjà. On a l'impression que c'était... Il y a des lustres. Didier Mignery, bonjour, bonjour. Qui est président d'UpFactor. Donc vous êtes dans la surélévation, si je puis dire. Tout à fait. Quelques mots pour vous présenter. Alors, bien sûr, oui. Je suis architecte également de formation. UpFactor, c'est une entreprise qui existe maintenant depuis 4 ans, qui a décidé de travailler via l'intégration du numérique et notamment de la détection à grande échelle sur les sujets de la surélévation pour financer la rénovation énergétique des bâtiments. Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Exactement. Et troisième intervenante, Constance Debatz, bonjour, qui est présidente de MBA City, qui est une filiale du groupe BTP Consultant. On avait déjà eu son représentant, Roland ici. Alors, quelques mots pour vous présenter. Constance Debatz. Moi, je fais du BIM depuis toujours. Donc, j'ai pu voir l'évolution du BIM à travers les années et l'intégration justement dans les processus de construction et comment ça permet d'optimiser la manière de faire, de construire, de poser et d'exploiter dans le temps grâce au numérique. Alors, je suis totalement néophyte, j'avoue, en la matière sur les côtés techniques. Si on parle de conception générative ou paramétrique, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, paramètre, je sais que, par exemple, quand on sélectionne, on coche une case et on manipule des curseurs quand on est sur Internet pour faire des choix. Et, par exemple, chercher un logement, finalement, ça, c'est du paramétrique, c'est ça ? Voilà, alors, ça représente quoi dans la construction ? Donc le paramétrique, c'est le fait de mettre des paramètres attachés sur les objets qui font qu'au lieu de modifier les objets à la main, on va les modifier en changeant ces paramètres. Ce qui fait qu'on peut faire des modifications de masse dans un bâtiment et surtout on peut exploiter ces paramètres derrière pour faire des bases de données du bâtiment. D'accord. Et par rapport donc à paramétrique et générative, alors générative, c'est le fait de créer des formes de manière automatique. Donc le génératif, en fait, ça comprend plein de sous-sujets. Et donc le paramétrique design fait partie du generative design, qui est une des briques qu'on utilise. Et donc c'est le fait d'intégrer en fait des règles et des données d'entrée qui font que des formes vont se générer de manière automatique derrière, quoi. Alors donc là, c'était pour poser aussi comprendre ce qu'il y a derrière ce sujet-là, même pour ceux qui nous suivent et peut-être qui ne sont pas tous très en tout cas engagés dans le sujet, on va en parler. Alors François Pellegrin, maintenant qu'on a posé un peu les bases du terme conception générative, paramétrique, évidemment parler du numérique et de l'outil numérique en lui-même qui quand même permet aussi d'avoir une forme de langage commun, c'est ça ? C'est sa fonction essentielle. Le BIM, on dit que c'est 20% de techno et 80% d'humain. C'est une volonté de changer de paradigme et de travailler en mode collaboratif. C'est aussi de rendre intelligible le projet. La première vertu du BIM, c'est de rendre intelligible le projet à des gens qui n'ont pas fait 6 ans d'études d'architecture et qui ne savent pas forcément lire dans l'espace. Si on ajoute à ça l'immersion, d'ailleurs avec BTP Consultant, on a développé la solution BIM Screen, qui était la possibilité de se mettre virtuellement dans un habitat. Et on découvre à ce moment-là que de rendre le projet compréhensible par l'habitant, ça le fait réagir, parce qu'il ne sait pas décrypter et former dans son cerveau. Donc la première vertu du BIM, c'est effectivement de rendre intelligible le projet. La deuxième, c'est de mettre les acteurs, et notamment d'abord la maîtrise d'œuvre, en situation de travail collaboratif pour s'enrichir les uns avec les autres. La troisième, c'est d'accompagner les entreprises, d'expliciter le projet. Et la quatrième, c'est de conduire un chantier avec 0 défaut. Et la cinquième, c'est finalement de livrer une méga base de données qui va permettre de faire la gestion prédictive du bien pendant toutes les 100 ans qui suivent. Voilà, donc on voit que le BIM, c'est un continuum et qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Je trouve qu'on va un peu vite en besogne. On ferait déjà bien de commencer par une étape qui est rarement faite dans le bâtiment, qui s'appelle la simulation.
Voilà, on peut faire des simulations dans l'ensoleillement, il y a une nouvelle réglementation environnementale, la RE 2020. Oui, dont on a parlé, qui entre en vigueur, là. Absolument. Eh bien, commençons par apprendre, sur la base de nos maquettes, à faire toutes les simulations, à faire toutes les vérifications de règles, hein, puisqu'il y a des superviseurs. Finalement, une maquette numérique peut parfaitement cohabiter avec des superviseurs d'exigence ou de contrainte. Eh bien, on peut à tout moment lancer ces supervisions de règles pour s'assurer qu'on est en ligne sur le bilan carbone, en ligne sur la performance énergétique, en ligne sur le sismique, l'acoustique et tout le reste. Avant même de parler d'intelligence artificielle, je pense que le bâtiment ferait bien d'investiguer cette étape de la simulation. Dans le bâtiment, on ne simule pas beaucoup. Alors, simulation et des exemples concrets de conception générative et paramétrique, c'est quand même le sujet, même si on a ouvert plus largement sur le BIM, mais c'est bien l'enjeu aussi. Quand on veut justement, alors dans notre leitmotiv qui est l'architecture bioclimatique, quand on veut développer des projets et les pousser à l'excellence, on utilise ces outils pour, par exemple, forcer le paramètre apport solaire, mais aussi protection solaire en été, parce qu'il y a le confort d'été. Enfin voilà, donc on peut s'en servir effectivement pour sculpter des formes urbaines. Mais je voudrais dire que dans tous ces paramètres, la machine se débrouille admirablement mieux que nous dès qu'il s'agit de paramètres quantitatifs, qui sont les plus faciles à isoler, à cerner. Qu'en est-il du beau, du subjectif, du sensitif, de tout ce qui est pas binaire, et c'est là où on retrouve les limites un peu de l'exercice de faire confiance uniquement à la machine pour produire de magnifiques formes urbaines. Alors, vous ouvrez évidemment un peu le débat, mais on va continuer un peu avec du pratico-pratique pour commencer. Et vous, Didier Mignery, donc vous avez commencé à parler de ce que vous faites sur élévation, avec notamment un PIA de l'ADEME auquel vous avez répondu pour rénovation et surélévation, où là, finalement, vous utilisez ces outils dont on parle. Oui, complètement. L'idée, c'était de travailler sur une chaîne finalement complète de valeur qui est celle qui est initiée au départ chez UpFactor par un logiciel qu'on a développé en interne qui permet de détecter les opportunités de surélévation des bâtiments par l'application, on va dire, des règles d'urbanisme sur les bâtiments existants. Donc le numérique et entre guillemets la connaissance numérique, on va dire, de l'environnement nous permet ainsi de définir deux choses, la hauteur des bâtiments, mais également la forme des toits. Et à partir de là, de pouvoir appliquer les règles d'urbanisme en modélisant, alors pas toutes les règles, encore une fois, François vient d'en parler, le sujet de l'interprétation est difficile, notamment sur les règles d'urbanisme. Donc l'idée était de dire, toutes les règles d'urbanisme qui sont numériques, entre guillemets, qui sont des règles soit de hauteur, de gabarit, de distance, d'implantation par rapport aux limites. Celles-ci, on peut les modéliser et donc on peut faire des simulations, comme l'a dit François, et ainsi, grâce à ce logiciel, pouvoir établir ce qu'on appelle, nous, des enveloppes capables maximum. Donc c'est un volume maximum autorisable au regard de l'application des règles d'urbanisme sur un bâtiment existant. À partir de là, on génère... Et c'est l'enjeu du PIA qu'on a mené, donc, qui s'appelle RESID. Au programme d'investissement d'avenir, pour rappeler, parce que c'est piloté par l'ADEME, pour ceux qui ne sauraient pas, mais c'est un acronyme qu'on utilise. Et donc l'enjeu a été de dire comment on peut du coup travailler sur une chaîne de valeur complète qui permette... Alors, ce PIA, le projet qu'on porte s'appelle RESID. Donc, il est porté par l'entreprise Viry, donc du groupe Faya, également avec le CTICM, le Centre technique et industriel de la construction métallique. Et l'idée, c'est de dire comment RESID, donc c'est le nom du projet, rénovation et surélévation industrialisée, permet d'utiliser toute une chaîne d'outils logiciels, au départ numériques, qui génèrent une enveloppe capable, qui ensuite, à l'intérieur de cette enveloppe capable, sont capables d'intégrer des outils de conception paramétrique, c'est-à-dire qui prennent les outils de l'industriel, du constructeur, et qui l'intègrent dans la chaîne de conception au profit du concepteur, de l'architecte, de manière à pouvoir maîtriser très très tôt à la fois les dispositions spatiales, c'est-à-dire les meilleures conditions du projet, mais également son prix de revient, de manière à pouvoir avoir une équation économique le plus rapidement possible. Et on voit bien que c'est cette chaîne de valeur complète qu'on essaye d'exploiter via ce PIA. Donc c'est un projet sur 5 ans. C'est l'idée de financer 3 démonstrateurs et de développer à la suite de ça un réseau de partenaires qui exploitent
des solutions techniques qui seront mises en œuvre et expérimentées via ce PIA pour être ensuite déployées à une échelle plus large, voire nationale. Donc là, il y a plusieurs démonstrateurs, hein, ici les Moulineaux, là, cette année. Tout à fait. Le premier donc, a été, le permis de construire vient d'être déposé juste avant Noël. Donc c'est un premier projet démonstrateur dans lequel on envisage une surélévation de 4 étages qui va permettre à la fois donc une surélévation bien sûr du bâtiment, la création de mètres carrés, mais aussi une rénovation globale de l'existant, une transition énergétique avec un changement de système de chauffage et l'apport notamment d'espaces extérieurs pour les logements qui sont situés en dessous. Voilà, donc une vraie logique de revalorisation de l'existant et de création de surface en milieu dense, quoi. Alors tout à l'heure, évidemment, on va commenter la place aussi de l'architecte dans toute cette histoire, parce qu'on a commencé à l'évoquer avec François Pellegrin, mais on va continuer avec un exemple concret aussi, comprendre cette conception paramétrique générative avec vous, Constance Debatz, et vous travaillez, vous, à l'optimisation des parkings, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, c'est une problématique que nous ont fait remonter différents promoteurs sur la conception vraiment des parkings, qui a un enjeu dans les villes un peu tendues, typiquement Paris, c'est le cas, où en fait il y a un certain nombre de programmes qui ne passent pas, parce qu'avec les règles du PLU, les règles des promoteurs, il leur manque 1 ou 2 places, et que en fait, si on arrivait à optimiser l'agencement des places de parking dans une enceinte, peut-être que le programme arriverait à passer sans avoir à faire un deuxième niveau de sous-sol. Oui. Donc on est parti de ce constat-là. Surtout qu'on a parlé tout à l'heure de la complexité de l'élaboration des parkings aussi, donc on voit bien les enjeux qu'il y a derrière. Ouais. Donc on est parti de ce constat-là en disant ok, on va voir si on arrive à réagencer, de faire un script qui intègre toutes les règles réglementaires déjà, de comment on gère un parking, de prendre tous ces paramètres de dimension de place en fonction des types de classes ABCD, le nombre de places handicapées, tout ça, les locaux techniques, tout ce qui est dans la réglementation. On a numérisé toutes ces règles et on a créé un outil qui permet d'agencer différemment les places. Ça s'appelle Parkiz. Parkiz, voilà, j'avais envie de le dire. C'est avec un Y, hein, Parkiz. Voilà. Tout à fait. Voilà, ouais. Donc ça c'était la première étape. Et ensuite, on s'est dit, avec les retours et tous les échanges qu'on a pu avoir avec les promoteurs, qu'en fait, l'enjeu financier principal des promotions se joue en grosse partie sur l'infrastructure globale, et qu'en fait, au-delà d'aller gagner quelques places, justement en réagençant les places, c'était d'optimiser complètement toute la conception des infrastructures. Donc là, on a sorti la nouvelle version de Parkiz, où là, pour le coup, on va jouer sur la taille de l'enceinte en fonction de la superstructure. Donc on récupère les rampes, les accès, les cages d'escalier qu'a prévu l'architecte, et à partir de ça, on conçoit intégralement le parking, donc la circulation, les places. Et donc ça, c'est des algorithmes de generative design qui intègrent un peu d'intelligence artificielle dedans aussi, et qui vont donc proposer plein d'agencements, faire des millions de combinaisons, et nous sortir celle qui répond au mieux à toutes les règles que nous impose le promoteur. Et alors, qu'est-ce qu'on parle aussi parfois de la réticence, on va dire, la difficulté de certains à aller aussi vers ces outils-là? Est-ce que vous sentez qu'il faut encore aussi faire de la pédagogie? Vous en êtes au tout début, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, il y a énormément de pédagogie, parce que ce qui est toujours compliqué, c'est d'expliquer la plus-value, ou qu'est-ce que ça va leur apporter. Que ces promoteurs ont beaucoup d'expérience dans les parkings, les directions techniques sont très sachantes sur ce sujet-là. Et on a toujours la réponse de moi, on sait faire à la main avec un calque. J'ai mon ingénieur qui le fait aussi bien que vous. Voilà. Donc c'est assez compliqué, voilà, ce retour sur investissement que peut apporter ces outils, d'arriver à faire comprendre que oui, son ingénieur il peut passer une semaine dessus, mais là en fait on a un outil automatique qui va faire une première passe, qui va vous aider déjà à supprimer plein de Donc si je comprends bien, voilà, quand vous dites retour sur investissement, évidemment c'est un service qui est payant, et donc c'est difficile de dire oui mais moi je paye pour ce service alors que finalement quelqu'un d'autre pourrait le faire, c'est ça? Enfin, il faut quand même payer l'autre personne qui pourrait le faire aussi, mais bon. Alors nous en plus on a un business model qui est un peu à part, c'est qu'on ne fait payer la mission que si on arrive à faire gagner des places aux promoteurs. Ça, c'est et quand malgré même, ça, il y a un contrat de performance derrière. Parce qu'à partir du moment où on fait gagner une place, on sait que c'est une place qu'ils vont revendre derrière, et donc on sait que c'est un gain direct sur le bilan financier. Et malgré ça, on a encore du mal à faire changer les mentalités. Alors, je vous ai vu commenter justement, François Pellegrin. Donc, ces deux exemples, qu'est-ce qui vous inspire? J'ai un premier commentaire à faire, parce que sur Paris, ça va, on n'a plus de parking à faire, on n'a plus le droit. Oui, c'est vrai. Mais non, cela dit, on n'aura plus de voiture dans Paris. D'ailleurs, nous, on l'a testé sur une opération à Pierrefitte. On avait trouvé la solution à la main, hein, mais c'est vrai que ça peut... Moi, ce que j'aime dans ce genre d'outils, c'est que ça exacerbe les neurones.
Et quand je parle de la simulation, je vais prendre je vais citer un autre outil qui s'appelle ArchiWizard, qui fait du calcul en temps réel. Et donc, quand vous êtes en phase de conception, en phase d'optimisation du projet, sur l'aspect, alors ce logiciel, il traite la RE 2020, c'est-à-dire les aspects performance énergétique et carbone, mais pas que. Il traite aussi le confort visuel. Donc vous avez déjà 3 paramètres. Et comme il réagit en temps réel, la moindre modification d'une orientation de lame de store, vous avez tout de suite, en graphe très intelligible, la conséquence de votre intention architecturale. Donc, on n'est pas dans l'intelligence artificielle là, mais on est quand même dans un système qui, sans l'ordinateur, ne vivrait pas de la même façon, qui vous exacerbe les neurones parce que vous n'avez pas assis à côté de vous en permanence le thermicien, le spécialiste de l'éclairage, le spécialiste du parking. Donc, quand on a la possibilité d'utiliser ces outils et d'avoir le résultat tout de suite, oui, ça peut aider. Par contre, si c'est pour déboucher sur 50 solutions et creuser la ménage pour savoir laquelle, je pense que, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le paramètre intuition, avec des hommes de l'art, pèse quand même lourd dans la balance et il n'est pas forcément embarqué dans ces techniques. Donc il faudra jongler habilement des 2 systèmes. La confiance aveugle dans la machine, sur un sujet très technique comme celui du parking, oui. Ah, mais sur le sujet si le parking il est rectangulaire, c'est sûr qu'on n'a pas d'atout avec un outil automatique. Voilà. Ça devient intéressant sur des parkings un peu complexes, où là c'est beaucoup plus compliqué d'anticiper des faisabilités différentes. Alors, je vous voyais prêt à réagir, notamment sur la question de la pédagogie des réticents. Complètement. Après, on voit bien que ces outils numériques, de toute façon, c'est des outils. Mais ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est comment ils adressent finalement un secteur et comment on peut surtout combiner finalement les intérêts de toutes les parties prenantes, par exemple du système de la construction ou de l'immobilier, c'est-à-dire de la conception ou même de la détection, on va dire, préliminaire, parce que c'est un peu l'objet d'UpFactor, c'est-à-dire de détecter chez les gestionnaires de copropriété, chez les bailleurs sociaux, les opportunités de projets qui pourraient exister, et d'être capable derrière d'intégrer le plus rapidement possible ceux qui vont concevoir, alors bien sûr architectes, ingénieurs, mais aussi réalisateurs, parce que c'est pas la même chose de concevoir un bâtiment qui va être fait en bois, en structure métallique ou en un autre système constructif. Donc il est très important, je pense, aujourd'hui, grâce à ces outils, de mettre en place des systèmes interopérables, c'est-à-dire qui dialoguent entre eux, de manière à ce qu'on intègre le plus rapidement possible on va dire tous les intervenants, et notamment la partie réalisation, pour moi, qui est indispensable, parce que je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre du travail, notamment sur l'existant. C'est-à-dire que cette notion de préfabrication qui est aujourd'hui du hors-site, de la construction modulaire et tous ces éléments-là dont on entend beaucoup parler et sur lesquels nous on travaille énormément, c'est nécessaire, c'est une rationalité nécessaire en termes de moyens, en termes d'énergie à développer, mais c'est aussi indispensable de pouvoir l'intégrer le plus tôt possible dans la conception, de manière à ce que l'architecte ou l'ingénieur l'intègre dans son process de conception. C'est-à-dire que ce n'est pas après coup, on ne fait pas des opérations au chausse-pied. C'est-à-dire que les opérations réussies sont celles qui ont été intégrées le plus tôt possible, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment indispensable. Et ça, effectivement, il y a encore un peu d'acculturation, parce que il y a des matériaux qui sont plus simples à travailler que d'autres, et travailler de manière collaborative, c'est plus compliqué. En tout cas, et je vais faire réagir François Pellegrin qui est prêt à commenter, vous avez beaucoup de dossiers en prévision, donc ça veut dire en même temps que cet outil, de plus en plus de personnes en comprennent l'intérêt. Alors, oui, complètement, et surtout le fait de connaître finalement les possibilités de son patrimoine, c'est aussi un peu nouveau, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'il n'y a plus de terrain, la zéro artificialisation nette du territoire nous impose de relire les patrimoines existants, et donc on a de plus en plus de propriétaires ou on va dire de gestionnaires de copropriété qui nous confient leur patrimoine, qu'on analyse via cet outil logiciel, qui permet une première visualisation des potentiels, qui sont ensuite développés au cas par cas par des équipes, on va dire, plus traditionnelles, mais qui permettent surtout de dire
tiens, là, à cet endroit, j'ai une possibilité d'utiliser le droit à construire pour aller financer la rénovation globale de mon bâtiment ou la construction de surfaces de logement qui n'aurait pas été possible parce qu'il n'y a pas de terrain disponible. Voilà, ça, c'est très important. Et je pense que c'est... Voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus de... Par exemple, on a déposé 6 permis de construire, on va dire, sur le dernier semestre 2021. Mais c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 11 assemblées générales de copro sur le mois de janvier 2022. Et ça, c'est quand même assez surprenant. Pendant longtemps, le sujet de la surélévation a été un peu confidentiel. Tout le monde disait oui, voilà, c'est petit, il n'y en a pas beaucoup et tout. Si on commence à regarder un peu à l'échelle des métropoles, des 10 plus grandes métropoles, ça fait quand même un certain nombre de projets possibles. Pas simple, je l'avoue, mais quand même intéressant. François Pellerin, vous l'avez commenté. Oui, alors 2 choses. Je pense que sur la surélévation, avec l'enjeu de zéro artificialisation nette des sols, il y a un vrai sujet. L'Agence parisienne d'urbanisme, pour parler de Paris, a fait une étude qui a déjà une dizaine d'années, je crois, qui montre que 10% des bâtiments parisiens seraient susceptibles de surélévation. Donc ça, c'est vrai que c'est une piste. De toute façon, l'enjeu qui frappe les acteurs du bâtiment, pas qu'en France mais dans le monde, c'est de réduire l'impact carbone et être plus performant sur le parc existant. Bien sûr, le neuf c'est facile de bien le faire, on va le faire, c'est en cours. Et donc le sujet sur l'ancien, il est très important. Donc ça c'est le premier point que je voulais souligner et donc repenser et d'ailleurs peut-être sortir aussi de la logique de la parcelle. Pour moi, le vrai levier, c'est de raisonner à l'îlot. Parce que là, on a plus de chances d'embarquer des possibilités de mutualisation, de biodiversité, d'économie circulaire, enfin de plein de choses. La parcelle interdit d'être... Pendant un temps, quand on a parlé Smart City, on a très vite parlé justement d'interconnexion et d'îlots. Il le faut parce que c'est là où on peut déployer plus d'intelligence. La deuxième chose qui me semble s'avérer aujourd'hui, c'est justement cette meilleure articulation entre concepteurs et industriels. Il y a, alors je ne mets pas de côté tous les autres acteurs, mais je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se passer et qui vont se renforcer grâce justement au numérique, parce qu'on peut passer tout de suite d'une conception initiale à interpeller telle filière, bois, acier, béton, pour recueillir leurs dernières innovations et justement, en faisant à nouveau de la simulation, pouvoir revenir devant son client en disant voilà, on a comparé ça, ça et ça, voilà. Alors ici, on est très très vert, très très environnemental, mais on est un peu plus cher, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Donc c'est cette intelligence nouvelle sur le sujet de l'ancien. Et en renforçant le couple concepteur-industriel qui a, je pense, évidemment les entreprises sont dans la boucle parce qu'il faut bien mettre en œuvre, mais qui a des innovations qui seront assez porteuses de gains, je pense, dans les années qui viennent. Oui, alors vous parliez évidemment du professionnel qui garde la main dans cette histoire et aussi notamment l'architecte. Et puis finalement, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de mythes autour de tout ça, mais elle est intelligente parce qu'on y met aussi l'intelligence de l'humain derrière tout ça. Il faut surtout l'injecter, parce que je ne veux pas redire ce que j'ai dit. L'intuition, ce qu'embarque l'architecte. Et puis je rappelle que l'architecte est pratiquement le seul parmi les acteurs qui, lui, a, de par la loi de 77, l'obligation d'embarquer l'intérêt public de l'architecture. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas regarder que la parcelle. Dès qu'on intervient quelque part, on peut faire du bien ou du mal à la rue ou au quartier. Donc on a ce souci de vision globale et c'est vrai que éclairé par toutes les possibilités de modélisation, on peut embarquer avec nous nos partenaires, toutes les parties prenantes pour bâtir un projet commun qui porte cet intérêt collectif. Oui. Alors, Constance Debage, peut-être un commentaire aussi à tout ce qui a été dit, ce qui a été avancé sur le rôle de l'intelligence artificielle et puis sur la conception aussi très en amont, finalement, qui bouscule un peu les métiers aussi. Oui, je suis complètement en phase avec ce qui a été dit. Clairement, c'est qu'on a aussi constaté que plus on intervenait tôt, plus on aidait les promoteurs et les architectes aussi dans leur conception. Après, sur tout ce qui est espace public, nous, c'est aussi pour ça qu'on s'était concentré sur les parkings, parce qu'il n'y avait pas du tout cet enjeu de créer un espace de vie, des usages pour des habitants. Donc c'est vrai que c'est la partie plus enterrée, moins noble, on va dire, du bâtiment et qu'il y avait moins d'enjeux là-dessus. Et que donc l'automatisation, on pouvait la pousser un peu plus loin que sur la superstructure où, comme vous le disiez tout à l'heure, ça reste plus des propositions de boîte englobante dans laquelle l'architecte après se rentre et fait sa proposition
programme. Oui, puis si je comprends bien aussi, ça ne peut pas s'adapter à tout, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le parking rectangulaire, il n'y a pas besoin de votre intervention finalement. Elle sera plus évidente, on va dire. Et est-ce que vous travaillez là sur d'autres sujets, indépendamment de ce sujet des parkings là, on y réfléchit, oui, de voir déjà cette déclinaison de parquise, sur quel type d'objet on pourrait l'utiliser aussi. On réfléchit par exemple à tout ce qui est aménagement des toitures terrasses techniques, pour voir justement comment aménager au mieux tous les équipements sur une terrasse. Alors avec une démarche un peu, on va dire, environnementale, d'essayer de les agencer au mieux pour qu'il y ait moins de matériaux utilisés pour les construire, qu'il y ait de moins d'impact visuel, de voir si on peut les laisser dans des locaux techniques en intérieur, de voir si on met tout en extérieur pour avoir plus de logements à l'intérieur. Enfin, voilà, il y a des enjeux d'optimisation d'espace pour libérer de l'espace pour les autres. Oui, finalement, non seulement il y a de la surréalisation, là on réfléchit aussi aux toitures, il y a beaucoup de choses. Finalement, cette conception générative, paramétrique dont on parle, elle peut s'appliquer quand même à beaucoup de sujets, d'après ce que je... Oui. Didier Mignoret. Oui, complètement. Moi, je tenais peut-être juste à revenir sur un sujet qui me semble intéressant, c'est que notamment tout ce secteur de la construction et l'immobilier, il part de règles qui sont établies par les métropoles. Aujourd'hui, une des complexités, c'est de travailler sur notamment des plans locaux d'urbanisme à l'échelle des métropoles qui sont générés par on va dire des communes ou des villes qui finalement n'ont pas ces outils informatiques. Notamment, on est en train de mener avec l'Eurométropole de Strasbourg un travail très intéressant dans lequel ils nous ont demandé d'analyser quelles pourraient être les possibilités de construction via cet outil logiciel qu'on a développé, Factor Géoservice, en faisant une simulation des potentiels de surélévation des bâtiments existants à l'échelle de la métropole. Et après, l'idée, c'est, on ne va pas le faire partout, mais l'idée, c'est de dire, tiens, et si on le faisait là, qu'est-ce que ça donnerait ? Et on revient sur l'idée de la simulation, et on voit bien que cette idée de la simulation et ces outils numériques peuvent être utilisés à tous les étages, c'est-à-dire dès la conception initiale, quelque part, des plans locaux d'urbanisme, et ensuite que cette chaîne d'outils finalement interopérables, puisqu'il faut que les outils qu'on utilise dans chacun de nos domaines se parlent entre eux, puissent permettre ainsi de gagner en efficacité. J'ai bien aimé l'idée de dire c'est au service de la qualité, qualité bien sûr technique, mais aussi architecturale, et c'est ça l'enjeu de tous ces outils numériques. C'est vraiment d'apporter cette qualité complémentaire et cette efficience qui des fois fait un peu défaut. Oui, je pense que vous avez prononcé tous le mot, et je peux le dire d'ailleurs en tournant vers la conclusion vers François Pellegrin, c'est que c'est un outil. Ça fait partie des outils, parmi évidemment ce que savent faire les professionnels, les architectes, chacun, les concepteurs dont vous avez parlé. C'est un outil au service et qui peut permettre, alors on en a parlé aussi souvent, d'optimiser les coûts, d'être plus efficace, efficient aussi. Mais je crois que les maires ont, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur la bonne échelle, qui n'est pas l'échelle de la parcelle. C'est vraiment l'échelle de l'îlot, du quartier et de la métropole. Face aux enjeux, les maires doivent s'emparer plus fortement de cette problématique et faire ce qui est en train de se faire sur Strasbourg. Il faut le multiplier sur chaque ville. C'est des suggestions qu'on a faites déjà depuis des années, ces espèces d'analyse morphologique pour voir comment on va pouvoir mieux vivre ensemble, requalifier. La Covid nous a montré que la ville dense était en train d'être désertée au profit de villes moyennes, petites, plus abordables, mais qui ne sont plus en état de recevoir ces populations qui viennent de Paris ou des grands centres. Et pourtant qui peuvent le faire. Il faut donc requalifier ces tissus urbains. Il faut requalifier ces tissus urbains à l'échelle d'îlots, à l'échelle du quartier, en utilisant ces technologies de modélisation, parce que c'est comme ça qu'on peut embarquer les habitants et les différents acteurs dans une démarche collective. Si on veut toujours éviter d'artificialiser les sols, mais continuer à bâtir, parce qu'il faut accueillir la population, la démographie n'a pas cessé, il va bien falloir trouver des articulations, dédensifier par-ci, redensifier par-là, et le voir à une échelle raisonnable et un peu étendue, et que le maire se mouille dans cette aventure. Il peut être un peu le porte-drapeau de cette requalification d'îlots urbains où le numérique aura toute sa place. Et l'autre enjeu d'ailleurs, c'est, je parle de la gestion prédictive des îlots, c'est de bétonner un peu toutes ces big data qu'on va rassembler pour éviter que les GAFAM nous les
pillent et nous les revendent ensuite, parce que c'est ce qui est en train de se faire malgré tout. Donc il y a aussi l'enjeu de constituer des bases de données urbaines qui restent aux mains des collectivités pour éviter des commerces parallèles et qui permettront à la ville de mieux gérer, parce que si on regarde le coût de la gestion de la ville, qui est souvent un coût qui se fait dans l'urgence, c'est pas de la gestion prédictive, et la gestion curative comme ça, la petite semaine, elle coûte 3 fois le prix d'une gestion intelligente que ces big data peuvent nous apporter. Est-ce que vous voulez apporter encore un mot de conclusion l'un ou l'autre, Constance? Bon, passez à Didier le temps que vous réfléchissez à votre conclusion. Effectivement, hein, on est en page. Je pense que ces outils numériques qui nous permettent vraiment d'aller vers l'efficience, on l'a dit, et surtout, il faut qu'en fait, à chaque étape des projets, on soit capable d'intégrer le maximum de choses et d'utiliser ces outils au profit de l'intelligence collective et des meilleurs projets possibles. C'est vraiment ça l'ambition, et je pense qu'on est tous alignés là-dessus. Ouais. C'est vrai que le BTP est un secteur très compliqué, où il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de paramètres, et que d'arriver à anticiper tous les potentiels qu'il y a, c'est très compliqué, et qu'effectivement, ces outils automatiques sont des bons outils d'aide à la décision principalement. Voilà, et il faut faire confiance, et on a fait de la pédagogie, et c'est ce qu'on fait aussi régulièrement dans cette émission. Donc merci à vous de nous avoir éclairé sur la conception générative et paramétrique. Donc Constance Debatz, présidente de MBA City, Didier Mignery, président d'UpFactor, et François Pellegrin, architecte urbanisme. On va marquer une dernière pause et puis s'intéresser à l'architecture, mais d'intérieur, et on va parler dans un court instant du sur-mesure. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, Construction 4.0, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.